En quelques mois, une loi semencière à 900 millions de dollars renverse la table. Ce choix rompt avec les pratiques dominées par les géants agro-industriels et place le Burkina Faso face à des pressions économiques et diplomatiques inédites. Mais qu'est-ce que cela change concrètement pour ceux qui cultivent et pourquoi Ibrahim Traoré assume-t-il un risque aussi frontal? Si la réforme tient, elle peut déplacer l'équilibre du Sahel et ouvrir une brèche que d'autres pays voudront imiter ou combattre. Cette vidéo promet une lecture claire d'un basculement rarement assumé à ce niveau. Comment une réforme semencière chiffrée à 900 millions de dollars peut devenir un acte de souveraineté et une source de tension internationale? Elle ne cherche pas à dramatiser, mais à relier trois plans: la décision politique, ses effets mesurables sur le terrain et la réaction des acteurs extérieurs qui voient leur influence contestée. L'intérêt est simple: comprendre en 10 à 12 mots qui gagne, qui perd et pourquoi cela compte. Cette loi n'est pas seulement une question de technique agricole, elle touche à l'autonomie alimentaire, à la dépendance aux intrants importés et au contrôle d'un marché longtemps verrouillé par quelques multinationales. Et pour ouvrir la suite, une question s'impose. Si un pays du Sahel peut casser un modèle, qu'est-ce qui empêcherait l'effet domino? La suite déplie les enjeux, sans supposer une issue certaine, mais en montrant pourquoi le monde observe ce choix avec autant d'attention. La première conséquence est déjà chiffrée. Des exploitations rapportent une hausse de rendement de 15 à 20% en un an, sans engrais chimiques. Et dans le même mouvement, certains producteurs estiment une baisse d'environ 30% des coûts de production, parce que l'achat de semences OGM et d'intrants importés recule. Ces deux signaux, pris ensemble, expliquent pourquoi la réforme semencière du Burkina Faso ne ressemble pas à une simple mise à jour technique. Elle se présente comme une rupture stratégique évaluée à 900 millions de dollars qui interdit l'usage des semences génétiquement modifiées au profit de variétés locales. Ibrahim Traoré porte cette décision comme une affirmation de souveraineté. Reprendre le contrôle des ressources agricoles, réduire la vulnérabilité aux fluctuations du marché mondial et desserrer l'emprise d'un secteur dominé par des multinationales. Le contexte régional rend ce geste encore plus sensible. Dans le Sahel, l'agriculture affronte des contraintes de climat, de sols fragilisés et de coûts élevés liés aux intrants. Les communautés rurales, notamment dans des villages cités comme Waiguya et Kudigu, décrivent la loi comme un retour à des semences traditionnelles mieux adaptées. Elles y voient aussi une forme de résilience, moins de dépendance, plus d'autonomie et une capacité accrue à tenir face aux pressions extérieures. Mais la réforme déclenche immédiatement un autre type de réaction, celle des acteurs internationaux qui craignent une perte d'influence. Des entreprises comme Monsanto et Bayer signalent des préoccupations sur l'approvisionnement et la stabilité des rendements. Les États-Unis et l'Union européenne, présentés comme inquiets, observent l'effet potentiel sur les équilibres commerciaux. Si la décision du Burkina Faso devenait un précédent, elle pourrait ouvrir une brèche dans un marché longtemps structuré par les semences OGM. Ibrahim Traoré, lui, assume le pari: transformer une dépendance historique en levier politique. La question, désormais, n'est plus seulement cela fonctionne-t-il, mais qui peut se permettre de suivre et à quel coût? Sur le terrain, la réforme ne se lit pas d'abord dans les communiqués, mais dans la manière dont les producteurs réorganisent leurs gestes. Dans des zones rurales comme Waiguya, des agriculteurs décrivent un retour progressif à des semences locales qu'ils connaissent déjà. Elles sont sélectionnées, échangées, conservées, puis replantées avec une logique de continuité plutôt que d'achat annuel. Cette bascule change la relation au risque. Quand la semence vient d'un circuit importé, elle impose un calendrier, un prix et souvent une dépendance à d'autres intrants. Quand c'est local,
elle renvoie les Sikhs Ekivamuyi au savoir des familles et à la capacité collective de s'adapter. C'est là que les coopératives deviennent un acteur pivot. Le texte source évoque une hausse d'environ 25% du nombre de coopératives dédiées à la conservation et à la promotion des semences indigènes dans certaines régions. Cette croissance n'est pas seulement institutionnelle, elle crée des espaces où les paysans partagent des techniques, où des chercheurs testent l'adaptation au climat et où l'on discute de stockage, d'irrigation et de rotation des cultures. Dans ce cadre, la réforme agit comme un accélérateur social autant qu'agricole. L'effet précoce se voit aussi dans la perception. Des producteurs qui se pensaient enfermés dans un modèle imposé se découvrent une marge de décision. Le choix politique devient une expérience quotidienne faite d'essais, de comparaisons et de compromis. Et c'est précisément cette dimension-là qui inquiète les acteurs extérieurs. Si l'autonomie devient praticable, elle cesse d'être un slogan. En une phrase, on peut résumer ainsi: la souveraineté commence dans un champ, pas dans un sommet. Tout commence par un geste législatif qui, sur le papier, ressemble à une réforme sectorielle. Une loi semencière évaluée à 900 millions de dollars est adoptée, et avec elle une rupture assumée: mettre fin à l'usage des semences génétiquement modifiées et replacer les variétés locales au centre de la politique agricole. Dans l'instant, le Burkina Faso ne parle pas seulement d'agronomie, il parle de dépendance, de contrôle et de la place qu'un pays du Sahel peut encore tenir dans un marché mondial dominé par quelques acteurs. Ibrahim Traoré s'affiche comme le porteur de cette initiative, et la décision prend immédiatement une portée qui dépasse les frontières. L'activation est rapide. Sur le terrain, l'annonce se traduit par une réorientation des pratiques, des circuits et des attentes. Des communautés rurales, citées comme celles de Wahigouya et Koudigou, saluent la mesure comme une victoire des petits producteurs. Le vocabulaire change. On parle de retour aux sources, de semences traditionnelles, de résilience environnementale. Le texte source insiste sur cette idée. Le pays veut regagner une autonomie perdue, réduire sa vulnérabilité aux fluctuations du marché mondial et s'éloigner du piège d'une dépendance aux semences étrangères et aux intrants coûteux. La loi devient un signal de souveraineté alimentaire. Ibrahim Traoré, dans ce récit, incarne la promesse que l'indépendance peut être reconstruite par des choix concrets. Puis vient la montée en tension. Le secteur des semences n'est pas neutre. Il concentre des intérêts industriels, des brevets, des chaînes d'approvisionnement et une influence géopolitique diffuse. Les grandes entreprises agrochimiques comme Monsanto et Bayer expriment des préoccupations quant à la mise en œuvre de la réforme. Elles redoutent, selon le texte, une réduction de leur influence dans la région et un désordre dans l'approvisionnement si le modèle se propage. La réaction ne se limite pas aux entreprises. Les puissances économiques, notamment les États-Unis et l'Union européenne, sont décrites comme inquiètes parce qu'un tel tournant pourrait perturber des équilibres commerciaux établis. À ce stade, la réforme cesse d'être un débat technique. Elle devient un test de force entre un projet de souveraineté et des intérêts installés. Le point culminant se situe précisément là, dans la conscience que la décision burkinabé peut faire école. Le Mali, le Niger et même le Ghana sont mentionnés comme observant l'évolution avec attention. Certains se demandent s'il faudrait suivre l'exemple. Le texte va plus loin. Un effet domino pourrait créer une dynamique régionale, une coopération plus étroite fondée sur l'usage de semences locales et sur l'indépendance alimentaire. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso passerait du statut de petit acteur marginal à celui de catalyseur régional. Ibrahim Traoré, en restant ferme malgré les pressions, donne à cette possibilité une crédibilité politique. Les répliques, enfin, s'étendent sur deux niveaux.
À l'intérieur du pays, le soutien populaire est présenté comme un bouclier. Les communautés rurales voient déjà une voie vers l'autonomie et la réforme prend un sens culturel presque identitaire. À l'extérieur, la tension diplomatique est décrite comme une courbe ascendante. Discussions plus dures, inquiétudes stratégiques et surveillance attentive des résultats. Le pays a frappé un grand coup, mais il a aussi ouvert une séquence longue où chaque indicateur, chaque récolte, chaque réaction internationale devient un argument pour ou contre la réforme. Et c'est là que la question revient, plus brûlante que jamais. Si la loi tient, qui osera répondre et comment? Avant la réforme, la dépendance aux semences importées dominait. Après, les indicateurs bougent nettement. La loi semencière, évaluée à 900 millions de dollars, en interdisant les semences génétiquement modifiées au profit de variétés locales, n'a pas seulement déplacé une règle, elle a déplacé les coûts, les rendements et la structure même des incitations. Ici, les chiffres ne servent pas à prouver une victoire définitive, mais à montrer pourquoi le débat s'est déplacé du symbolique vers le mesurable, et pourquoi les acteurs internationaux suivent cette trajectoire avec autant de nervosité. D'abord, les rendements observés avec des semences traditionnelles. Le texte source évoque une hausse de 15 à 20% par rapport à l'an dernier dans certaines exploitations. Cela suggère une productivité accrue sans recourir aux intrants coûteux. Ce chiffre compte parce qu'il attaque l'argument central des défenseurs des OGM, l'idée que dans le Sahel, la performance agricole dépend d'un paquet technologique importé. Dans le récit fourni, les producteurs associent aussi cette progression à un sol moins appauvri, donc à un gain qui n'est pas seulement immédiat, mais potentiellement cumulatif. La prudence reste nécessaire. Il s'agit de premiers chiffres, donc de signaux initiaux. Mais dans une bataille d'influence, un signal initial suffit parfois à enclencher un mouvement politique plus large, surtout lorsqu'il se combine à d'autres gains. Ensuite, la structure des coûts. Plusieurs fermiers constatent une baisse estimée à 30% des coûts de production depuis l'adoption de la loi. Cela allège la trésorerie et libère des marges d'investissement locales. Ce point est crucial car la dépendance n'est pas seulement technique, elle est financière. Quand une exploitation doit acheter des semences importées et des intrants chimiques année après année, elle se retrouve exposée aux fluctuations de prix, aux ruptures d'approvisionnement et à la pression d'acteurs qui contrôlent la chaîne. En réduisant cette facture, la réforme change la géographie du pouvoir. Elle rend plus plausible l'idée qu'un producteur ou une communauté peut décider sans passer par des intermédiaires dominants. C'est aussi ce qui explique la montée des coopératives locales évoquées ailleurs dans le texte. Si les coûts baissent, l'organisation collective devient un multiplicateur d'impact plutôt qu'un simple dispositif défensif. Enfin, à l'échelle nationale, une étude du ministère de l'Agriculture est citée. Environ 200 millions de dollars auraient été économisés l'année suivant l'adoption de la loi. Ces économies peuvent financer formation, irrigation et stockage durable. Cette estimation relie la réforme à une capacité de politique publique. Le message implicite est simple. La souveraineté n'existe pas si l'État n'a pas les moyens de l'entretenir. Si des importations diminuent, le budget libéré peut devenir un levier d'infrastructure, de formation et d'innovation locale. Et c'est précisément ce point qui rend la réforme si sensible pour les partenaires extérieurs. Un pays qui finance sa transition avec ses propres économies réduit mécaniquement la dépendance aux programmes, aux entreprises et aux conditions imposées. La lecture quantitative, au fond, éclaire deux dynamiques simultanées. À l'intérieur, les chiffres donnent de la confiance. Ils justifient le choix, renforcent le soutien populaire
et normalise l'idée d'une agriculture moins sous tutelle. À l'extérieur, ils déclenchent une réaction préventive. Si le modèle devient démontrable, il devient imitable. Ibrahim Traoré, en s'appuyant sur ses premiers résultats, peut défendre la réforme comme une stratégie pragmatique, pas seulement comme un symbole. Mais le texte rappelle aussi la zone d'incertitude, durabilité des gains. Il y a capacité logistique, pression géopolitique et tentation de retour en arrière si les infrastructures ne suivent pas. La question qui reste ouverte est donc la plus simple et la plus explosive si les chiffres continuent de pencher en faveur des semences locales. Qui pourra encore prétendre que cette réforme est impossible? Les critiques de la réforme avancent deux arguments solides, et il faut les prendre au sérieux si l'on veut comprendre pourquoi le débat dépasse l'agriculture. Un premier argument: abandonner les semences génétiquement modifiées pourrait fragiliser la production. Selon les multinationales agro-industrielles et certains analystes économiques cités dans le texte, les OGM sont présentés comme des outils indispensables pour maintenir des rendements élevés dans des conditions climatiques difficiles comme celles du Sahel. Ils invoquent des bénéfices biotangibles: résistance aux maladies, performance plus stable, meilleure adaptation à des sols appauvris et surtout une forme de sécurité dans un secteur soumis à des chocs climatiques répétés. Dans cette lecture, la réforme du Burkina Faso créerait un risque. Si les semences locales n'assurent pas une production suffisante à grande échelle, le pays pourrait subir des baisses de récolte, des tensions alimentaires, voire une perte de compétitivité. Un deuxième argument concerne la chaîne d'approvisionnement. Les mêmes acteurs soulignent que le modèle OGM s'appuie sur des réseaux structurés, des standards et une capacité de distribution éprouvée. Si l'on coupe brutalement l'accès à ces flux, la transition pourrait provoquer des ruptures. Pénurie de semences, décalage de calendrier, difficultés de contrôle qualité et inégalités entre zones capables de produire localement et zones dépendantes de circuits externes. À l'échelle régionale, ils redoutent aussi un effet domino. Si d'autres pays suivent, la stabilité du marché semencier pourrait se recomposer de manière chaotique. La réponse des défenseurs de la réforme portée par une partie des chercheurs et des agriculteurs du Sahel dans le texte repose sur une logique inverse. L'efficacité ne se résume pas au rendement brut. Ils soutiennent que la dépendance aux OGM s'est construite avec un coût invisible: épuisement progressif des sols, dépendance aux intrants chimiques coûteux et captation du pouvoir par quelques entreprises. Revenir aux semences traditionnelles viserait à restaurer les écosystèmes, réduire les dépenses et renforcer la résilience face aux aléas climatiques parce que ces variétés sont adaptées aux spécificités locales depuis des générations. Les premiers indicateurs mentionnés, hausse de rendement de 15 à 20%, baisse de coût d'environ 30%, sol jugé plus sain, ne prouvent pas une victoire définitive, mais ils affaiblissent l'idée que le retour aux semences locales serait forcément synonyme de recul. Le point d'équilibre, enfin, est politique. Ibrahim Traoré défend une souveraineté alimentaire qui implique d'accepter une période d'ajustement tout en évitant que la transition se transforme en vulnérabilité. La question centrale devient alors: la réforme peut-elle maintenir ses gains sans déclencher en parallèle une crise logistique ou diplomatique qui en limiterait la portée? Et à mi-parcours, un élément change la perspective. Tout bascule avec la contagion. Le tournant n'est plus seulement burkinabé, il devient régional, et c'est là que la réforme change d'échelle. Le texte source insiste sur un fait décisif: Mali, Niger et Ghana observent attentivement les résultats, et plusieurs discussions auraient déjà eu lieu pour envisager un modèle similaire. À partir de ce point, la loi de 900 millions de dollars cesse d'être un cas isolé.
Elle devient un précédent possible et chaque indicateur sur les rendements, les coûts ou la fertilité des sols prend une valeur politique. L'idée est simple, la réforme n'existe pleinement que si elle inspire ou si elle provoque une réaction. D'un côté, un bloc régional pourrait se former autour de la souveraineté alimentaire, en coopérant sur l'échange de semences locales, les pratiques agricoles durables et la réduction des importations. De l'autre, les acteurs extérieurs, entreprises agro-industrielles et partenaires occidentaux, pourraient se durcir leur position parce qu'un alignement régional pèserait sur les négociations commerciales et sur l'influence dans le Sahel. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le déclencheur d'un mouvement plus large. Il ne défend plus seulement une loi, il teste la capacité d'une région à se coordonner face aux pressions. Pour l'État, la réforme change d'abord la logique budgétaire et la marge de manœuvre. Le texte source cite une estimation du ministère de l'Agriculture, environ 200 millions de dollars économisés l'année suivant l'adoption de la loi, grâce à la baisse des importations de semences et de produits chimiques. Cette somme n'est pas un trophée, mais un levier. Elle peut être réinvestie dans des programmes de formation, dans l'irrigation et dans des infrastructures de stockage, 3 points qui déterminent si une transition agricole tient dans la durée. En même temps, cette économie expose l'État à une autre bataille, celle des pressions diplomatiques, parce qu'une réduction des importations touche directement les intérêts d'acteurs puissants. Ibrahim Traoré, en assumant ce choix, transforme une question agricole en question de souveraineté et donc en test politique permanent. Pour les entreprises, l'effet est double selon qu'elles sont locales ou liées aux chaînes globales. Du côté des multinationales agro-industrielles évoquées, comme Monsanto et Bayer, la réforme représente une contraction d'influence. Moins de semences OGM vendues, moins d'intrants associés et surtout un précédent dangereux si d'autres pays imitent le modèle. La réaction, dans le texte, est décrite comme immédiate. Préoccupation sur la mise en œuvre, sur l'approvisionnement et sur la stabilité des rendements. À l'inverse, pour l'économie locale, une autre fenêtre s'ouvre. La baisse des coûts de production estimée à 30% dans certaines exploitations libère de la trésorerie et cela peut alimenter de petites chaînes de valeur. Stockage, transformation, irrigation légère, organisation coopérative. Si l'argent cesse de sortir du pays sous forme d'importation, il peut circuler davantage dans les communautés rurales et faire émerger des entrepreneurs agricoles. Le résultat n'est pas garanti, mais l'espace de possibilités s'élargit. Pour les agriculteurs et les communautés rurales, la conséquence la plus immédiate est pratique, une autonomie plus tangible. Le texte rapporte des rendements en hausse de 15 à 20% par rapport à l'an dernier dans certaines exploitations, sans engrais chimiques, ainsi qu'une perception de sol plus sain et moins appauvri. Ce n'est pas seulement une amélioration technique, c'est un changement de dépendance. Quand la semence est importée, la décision se paie chaque saison et le producteur subit le prix, les ruptures de stock et la logique industrielle. Quand la semence devient locale, elle s'inscrit dans une continuité, sélection, conservation, échange communautaire. On voit aussi un effet collectif. Les coopératives dédiées aux semences indigènes augmenteraient d'environ 25% dans certaines régions. Elles deviennent des lieux de partage de savoir, mais aussi des points d'ancrage pour des recherches agronomiques locales. Dans ce schéma, la souveraineté alimentaire cesse d'être une abstraction. Elle se traduit en coûts, en rendement et en choix de culture. Pour la région, enfin, l'impact est géopolitique et potentiellement explosif. Le Mali, le Niger et le Ghana sont mentionnés comme intéressés et attentifs. Le texte évoque des réunions et des discussions autour d'un modèle similaire, ce qui ouvre deux trajectoires opposées.
Première trajectoire, une coopération régionale plus étroite, fondée sur l'échange de semences locales, la réduction des importations et la construction d'un bloc capable de résister aux pressions internationales. Deuxième trajectoire, une montée des tensions commerciales et diplomatiques parce qu'un alignement du Sahel sur ce modèle réduirait l'influence des grandes puissances agricoles dans les négociations. Dans les deux cas, la loi du Burkina Faso agit comme un déclencheur. Elle force les voisins à se positionner et elle oblige les acteurs extérieurs à choisir entre adaptation et confrontation. Ibrahim Traoré, en restant ferme, donne à ce dilemme une visibilité rare. Le résultat, au bout du compte, tient en une phrase. Ce n'est pas seulement une réforme, c'est une redistribution du pouvoir. Et cette redistribution touche l'État, les marchés, les fermes et l'équilibre régional au même moment. La question devient alors inévitable. Si les gains mesurables se confirment, qui pourra encore empêcher l'effet domino? Dans les 6 à 12 prochains mois, la réforme peut suivre trois trajectoires, et chacune dépend de la même variable centrale, la capacité à transformer une décision législative en système fonctionnel face aux pressions internes et externes. Les scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils organisent les risques et les leviers à partir des éléments déjà décrits. Adoption des semences locales, montée des coopératives, économie sur les importations et réaction des acteurs internationaux. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'est pas seulement un symbole, il devient le point de cohérence politique qui maintient la réforme lorsque les coups apparaissent. La première trajectoire, la plus plausible, est celle d'une progression modérée. Les agriculteurs poursuivent l'adoption des variétés locales et les coopératives se développent progressivement. Le gouvernement maintient un soutien par des mesures incitatives et par des formations. Les indicateurs positifs, hausse de rendement de 15 à 20% dans certaines exploitations et baisse d'environ 30% des coûts de production, se stabilisent sans se généraliser partout au même rythme. Sur le plan international, les tensions restent présentes mais ne se transforment pas en rupture. Les États-Unis et l'Union européenne exercent une pression diplomatique sans mesures coercitives directes et les entreprises agro-industrielles tentent d'influencer le débat. Dans ce scénario, le Burkina Faso consolide son récit de souveraineté alimentaire, mais doit prouver, saison après saison, que la logistique suit. La deuxième trajectoire et c'est plus ambitieuse. L'adoption devient régionale. Les résultats positifs, visibles et discutés accélèrent à ce que l'intérêt du Mali, du Niger et du Ghana, déjà mentionnés comme observateurs attentifs. Une coordination se met en place. Échange de semences locales, partage de techniques agricoles et plateformes régionales autour de la souveraineté alimentaire. Le Burkina Faso prend un rôle de leader et la réforme devient un modèle exportable. Mais ce succès déclenche aussi une contre-pression. Les multinationales, voyant leur modèle menacé, intensifient leurs efforts et les partenaires occidentaux cherchent à préserver leurs intérêts commerciaux. Le cœur de l'optimisme, ici, n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité du bloc régional à tenir et à transformer l'autonomie agricole en avantage diplomatique. Ibrahim Traoré, dans cette lecture, mise sur un précédent. Si une transition fonctionne dans un pays, elle peut devenir une norme régionale. La troisième trajectoire est la moins favorable, ralentissement et tension. La réforme rencontre un mur logistique. Les infrastructures agricoles ne suivent pas l'augmentation de la demande en semences locales et certains producteurs reviennent aux anciennes pratiques non par idéologie mais par nécessité. Des divergences apparaissent entre régions, entre administrations, entre groupes d'intérêts. À l'extérieur, la pression s'intensifie. Mesures commerciales plus strictes, réduction de marges financières et difficulté à financer la transition.
Même si le soutien populaire reste réel, le débat se fragmente et la réforme devient un terrain de confrontation interne. Dans ce scénario, le risque n'est pas l'échec total, mais une mise en œuvre incomplète qui affaiblit l'effet d'exemple. Une idée traverse les trois trajectoires. Si la transition est traitée comme une guerre de communication, elle s'épuise. Si elle est traitée comme une ingénierie de système, elle s'ancre. Autrement dit, si les semences locales gagnent, c'est parce que la formation, l'irrigation, le stockage et la coordination suivent. Si elles perdent, c'est parce que la réforme reste une loi sans chaîne opérationnelle. Dans tous les cas, la question la plus utile est conditionnelle. Si le Burkina Faso réussit à maintenir ses gains tout en absorbant la pression extérieure, combien de pays du Sahel oseront rester à l'écart? Pour le public, l'enjeu n'est pas seulement qui a raison dans un débat technique, mais ce que cette réforme révèle sur la manière dont un pays tente de reprendre la main. Il y a d'abord une conséquence visible. L'idée que l'autonomie alimentaire peut se construire à partir de choix concrets, mesurables et reproductibles. Lorsque le texte évoque une hausse de rendement de 15 à 20% dans certaines exploitations et une baisse d'environ 30% des coûts de production, il ne décrit pas un miracle. Il décrit un déplacement de dépendance. Et ce déplacement parle à tous ceux qui vivent, même loin du Sahel, dans des systèmes où les règles du marché et les chaînes d'approvisionnement définissent ce qui est possible. Pour un premier groupe, les personnes sensibles aux questions économiques, la réforme donne un repère simple. Le pouvoir se lie dans les coûts. Si des producteurs réduisent leurs dépenses et si l'État économise sur les importations, cela signifie qu'une partie de la valeur cesse d'être captée par des circuits externes. L'estimation d'environ 200 millions de dollars économisés en un an, citée dans le texte, devient alors un symbole d'arbitrage. Réinvestir dans la formation, l'irrigation et le stockage, ou laisser la transition se fragiliser. Pour ce public, la réforme n'est pas une histoire lointaine. C'est une démonstration que la souveraineté dépend de la capacité à financer des infrastructures, pas seulement à proclamer des principes. Pour un deuxième groupe, ceux qui regardent l'écologie et la durabilité, l'élément clé est la santé des sols. Le texte mentionne des sols jugés moins appauvris et une réduction de l'usage d'engrais ou de pesticides coûteux. Cela résonne comme un rappel. Une agriculture peut produire, mais aussi épuiser, et les choix de semences s'inscrivent dans une trajectoire longue. L'idée de semences locales adaptées au climat du Sahel ouvre une discussion sur l'adaptation climatique, sur la résilience et sur la manière dont les savoirs traditionnels peuvent redevenir stratégiques. Pour ce public, la réforme fonctionne comme un miroir. Si des pratiques locales peuvent redevenir centrales, alors la modernité n'est pas forcément synonyme de dépendance. Pour un troisième groupe, ceux qui suivent la géopolitique, la réforme est un cas d'école. Un petit pays peut déplacer un débat mondial. Le texte insiste sur les inquiétudes des États-Unis et de l'Union européenne, sur les préoccupations de multinationales et sur l'attention du Mali, du Niger et du Ghana. Cela montre comment un choix agricole devient un choix d'alignement, et cela rejoint une intuition simple pour le spectateur. Les conflits d'influence ne se jouent pas seulement dans la défense ou l'énergie, mais dans la nourriture, les semences et la capacité à produire sans tutelle. Ibrahim Traoré, dans cette lecture, incarne un pivot. Il rend visible un rapport de force que beaucoup de pays vivent sans le nommer. Deux suggestions modestes, enfin, pour rester acteur en tant que spectateur. Suivre les indicateurs plutôt que les slogans et observer comment les coopératives et les infrastructures évoluent. Les chiffres cités sont des signaux initiaux. La question est de savoir s'ils se maintiennent, s'ils se diffusent et comment les pressions internationales se traduisent concrètement.
Si l'on veut comprendre cette histoire, il faut regarder ce qui se passe entre deux saisons de récolte, là où une réforme cesse d'être un discours et devient une réalité. À ce stade, la réforme ne peut pas survivre uniquement par la conviction. Elle doit devenir une chaîne de décision opérationnelle avec des acteurs identifiés, un calendrier réaliste et des critères de mesure. Le texte source propose déjà une logique en 5 points. Formation, infrastructures, partenariats régionaux, éducation, entrepreneuriat. Pour transformer cette logique en trajectoire, il faut la découper en étapes simples, où l'on sait qui fait quoi, quand et comment on évalue. Ibrahim Traoré, dans cette séquence, reste central parce qu'il incarne la continuité politique. Sans continuité, la réforme risque de se fragmenter entre régions et intérêts divergents. Pour commencer, il faut renforcer la formation des agriculteurs. L'acteur principal est l'État, avec des agronomes, des experts en agriculture durable et les communautés locales. Le calendrier doit être immédiat parce que chaque saison sans formation creuse l'écart entre ceux qui réussissent la transition et ceux qui la subissent. La mesure la plus concrète, le nombre de sessions de formation, le taux d'adoption des techniques adaptées aux semences indigènes et la capacité des producteurs à réduire l'usage d'intrants importés. Dans le texte, la transition repose sur des semences locales. Sans apprentissage, ce choix devient une contrainte plutôt qu'un gain. Ensuite, il faut développer les infrastructures agricoles. Ici, l'État et les collectivités locales jouent un rôle de maître d'ouvrage, mais l'objectif est clair, irrigation et stockage. Le calendrier est de moyen terme, mais certaines actions peuvent être rapides, réparer, étendre, sécuriser. Le critère de mesure est double: capacité de stockage disponible par zone rurale et stabilité des récoltes malgré les variations climatiques. Cette étape soutient directement les gains évoqués dans le texte. Des rendements en hausse et des sols plus sains n'ont de valeur durable que si les pertes post-récolte diminuent et si l'eau est mieux gérée. Puis vient la dimension régionale, promouvoir les partenariats. Les acteurs sont diplomatiques autant qu'agricoles. Burkina Faso, Mali, Niger, Ghana et des plateformes de coopération. Le calendrier est progressif, mais il doit commencer tôt parce que l'effet d'exemple est l'un des moteurs politiques de la réforme. La mesure la plus simple, le nombre de réunions, d'accords d'échange de semences et de projets communs de recherche agronomique. Le texte évoque un intérêt régional. Il faut le convertir en mécanisme concret, sinon il restera au niveau de l'intention. Il faut aussi agir sur le long terme. Intégrer l'agriculture durable dans les programmes scolaires. Ici, le ministère de l'Éducation, les universités et les instituts agricoles deviennent des acteurs clés. Le calendrier est structurel, mais l'impact est profond. Si les jeunes apprennent la gestion des semences indigènes, la réforme cesse d'être un épisode politique et devient une culture. La mesure est simple: module créé, formation d'enseignants et nombre d'établissements qui intègrent ces contenus. Dans le texte, le transfert intergénérationnel est présenté comme un atout. L'école peut amplifier cet atout. Enfin, il faut encourager l'entrepreneuriat local. Les acteurs sont les producteurs, les coopératives, les petites entreprises et les politiques publiques d'appui. Le calendrier peut être rapide, car les opportunités naissent dès que les coûts baissent et que la valeur reste plus locale. La mesure, nombre d'initiatives de transformation, emplois créés et capacité à ajouter de la valeur aux récoltes plutôt que de vendre brut. Cette étape répond à une question implicite: comment faire en sorte que la souveraineté agricole se traduise aussi en souveraineté économique? Cette feuille de route ne garantit pas l'absence de pression internationale, mais elle crée une logique de stabilité. Plus la réforme est soutenue par des systèmes, moins elle dépend des discours.
et c'est précisément ce qui la rend difficile à renverser. La question finale est donc opérationnelle. Combien de ces étapes peuvent être réalisées avant que les pressions externes n'augmentent? Au centre de cette réforme, il reste une image simple, une graine comme acte politique. Pendant des décennies, le Burkina Faso a vécu dans une dépendance silencieuse, faite de semences importées, d'intrants coûteux et de décisions prises ailleurs. La loi semencière, évaluée à 900 millions de dollars, a rompu ce fil et ce qui semblait technique s'est révélé existentiel. Qui contrôle l'agriculture contrôle une partie du futur. Ibrahim Traoré a choisi d'assumer ce basculement, non comme un geste symbolique, mais comme une reconnaître avec ses risques et ses conséquences. Dans les villages cités, le retour aux variétés locales n'est pas seulement un changement de catalogue. C'est un retour à une mémoire agricole, à des pratiques transmises, à une autonomie qui se recompose en coopérative, en échange, en preuve visible dans les sols et dans les coûts. Face aux inquiétudes des puissances et aux préoccupations des multinationales, la réforme devient une ligne de résistance. Elle dit que la souveraineté peut s'écrire à partir du terrain. La question désormais n'est plus peut-on le faire? Elle est plus tranchante. Qui acceptera qu'on le fasse? Ibrahim Traoré, ici, n'est pas la fin de l'histoire, mais le point de départ. La réforme semencière du Burkina Faso ne demande pas d'être approuvée ou condamnée à distance. Elle demande d'être comprise comme un test. Un pays peut-il reprendre la main sur un secteur dominé par des intérêts globaux sans se briser sous la pression et sans se perdre dans ses propres limites logistiques? Ce test est encore en cours. Les chiffres cités dans le texte, les dynamiques de coopérative, l'intérêt régional du Mali, du Niger et du Ghana, ainsi que les inquiétudes des acteurs occidentaux, composent un récit où l'agriculture devient une scène géopolitique à part entière. Et si l'on retire les slogans, il reste une vérité. La souveraineté alimentaire se mesure en coût, en rendement en sol et en capacité d'organisation. Ibrahim Traoré a ouvert une voie, mais l'issue dépendra de la manière dont cette voie se transforme en système durable, transmissible et résistant. Dans ce type d'histoire, le détail qui compte n'est pas le discours, c'est la continuité. Une saison après l'autre, une décision après l'autre. Alors, si vous voulez prolonger la discussion, et une question mérite d'être posée calmement. Quel est, selon vous, le point de rupture le plus probable? La pression extérieure, la logistique interne ou l'effet domino régional? Et si vous deviez suivre un seul indicateur pour juger du succès, choisiriez-vous les rendements, les coûts, la santé des sols ou l'évolution des coopératives?